a trait également au sommet, parce que dans notre pays, nous connaissons une crise économique avec à la pointe la vie chère dans notre pays, les tolets crient et ne trouvent pas de sauveur. Maintenant, ce que disent les gens aujourd'hui, ce que nous disons aujourd'hui, ce sont les sommets. Je pense qu'il y a encore un sommet en perspective dans les prochains jours. Il y en a, on va faire les recherches. Pourquoi des sommets alors qu'on n'arrive pas à trouver de solution à la vie chère au Togo? Si cette action est utilisée à toute fin pour soulager les Togolais, voilà la question que les gens se posent ces derniers temps. Non, d'abord, il faut se demander si le bien-être de la population est la première priorité des dirigeants. Parce que quand vous avez des régimes comme les nôtres, à un moment donné, pour masquer l'échec sur toute la ligne, on essaie de cacher tout ça dans des prix, dans des sommets, dans des conférences. Bon, on se vante d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, en fait, pour masquer la faillite à l'intérieur du pays. Donc, tant qu'on aura les sommets et que les canaux de propagande vont relayer bruyamment les prix qu'on reçoit, la réussite de tel ou tel sommet, le fait que Lomé, la capitale, soit le point de ralliement de telle ou telle organisation, ça cache maintenant les réalités internes. Encore, mais maintenant, c'est des moyens qu'on mobilise pour ces sommets-là, alors que le pays est sous perfusion dans tous les sens du terme. Et en plus, moi, quand je vois dans les autres pays, par exemple, je donne l'exemple du Ghana. C'est vrai que le Ghana est trop loin de nous. Parfois, quand tu fais les comparaisons, tu te poses la question. Mais tu vas au Ghana, par exemple, il y a plusieurs endroits pour faire un sommet. C'est-à-dire que les infrastructures sont là. Il y a tellement d'hôtels, il y a tellement de lieux de conférence, il y a tellement de centres de conférence au Ghana que si on ne le fait pas ici, on le fait par là. Au Togo, on fait les sommets où? À un seul endroit. Et on traverse la ville, on traverse les insalubrités, on traverse les saletés, les caniveaux non curés, les quartiers les plus délabrés. On file en toute vitesse, on va au 2 février là-bas, on fait les sommets. Les gens qui viennent les inviter, ils dorment là-bas. Et il n'y a pas des endroits qu'il faut visiter dans la ville. On essaye de les entretenir un peu. Si on les sort quelque part, on les amène peut-être au port pour voir les infrastructures. Et puis après, on retourne à l'aéroport et prendre l'avion. Alors que vous arrivez dans la ville, par exemple d'Accra, quand il y a un sommet, les visiteurs sont là. Après, ils sortent. Ils découvrent tous les grands hôtels de la ville, les centres de conférences, les malls, tout ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, à Cotonou, il y avait un sommet, il y a plusieurs infrastructures. Après, les gens sortent, ils visitent la ville, ils découvrent la ville. Lomé, il y a un sommet, là, les gens voient quoi? Il y a des hôtels qui sont en délabrement. Qui sont là. On a crié ici, crié avant que la dernière fois on annonce que on va raser l'hôtel de la paix pour faire un nouveau projet. Vous pouvez imaginer que dans un pays côtier, avec cet endroit paradisiaque, on peut laisser cet hôtel là-bas depuis 17 ans, que personne n'a cherché à rénover. Vous imaginez tout la tout qui est là-bas qu'on a laissé comme ça, le Tropicana. Vous pouvez imaginer. Et maintenant, Palm Beach, qui est fermé, le bail est fini, sans que le bail est fini, puisque tout cet espace c'est pour l'État. Vous savez que les titres fonciers qui sont là-bas, c'est depuis l'époque allemande, c'est le WARF qui est passé là-bas. Vous voyez la continuité du WARF. Donc, Palm Beach, Goisko, Agbadahonou, tout ça, c'est le WARF. Donc, c'est un domaine de l'État. On a concédé à des privés. La concession est finie. Depuis au moins 2 ou 3 ans, on a fermé l'hôtel Palm Beach qui est en bordure de mer. Donc, si les gens viennent, vous les recevez qu'au 2 février. Et vous faites les sommets, soit au 2 février, même les palais de congrès en délabrement. Si vous rentrez dans les méandres du palais de congrès là, mais vous rentrez dans ce qu'ils appellent palais de congrès là, où les jeunes vont faire les spectacles là, tout est en délabrement, je vous assure. Rentrez dedans, vous allez voir. J'ai vu récemment. Voilà. Tout est en délabrement. Ça pue partout. Même les tapis. Les tapis, tout ça, c'est en délabrement. Palais des congrès, Lomé. Nous sommes dans une république. Et ça, c'est les indices, c'est les signes qui montrent que ce pays est en train de tomber en pan entier.
Voyez-vous. Et donc, il ne sert à rien de masquer tout ça en faisant venir des sommets ici, faire du bruit et tout ça. Les Togolais sont déjà dans une situation assez difficile. C'est vrai qu'il faut faire tourner le 2 février. Ça aussi, c'est des intérêts qui sont un peu... vous savez que c'est un hôtel qui n'est pas rentable. Disons clairement les choses. Parce que pour que cet hôtel soit rentable, il faut que ce soit un hôtel qui soit d'abord à la portée de tous les citoyens. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait une classe moyenne qui passe régulièrement. Donc c'est un hôtel qui a énormément de charges, ne serait-ce que l'électricité par exemple, mais qui n'est pas rentable. Donc, de temps en temps, il faut organiser 1 ou 2 sommets pour amondir peut-être les charges. C'est tout. Donc, vous voyez que nous sommes dans un désert d'infrastructures, d'accueil et de conférences. Ce que les autres pays ont. Nous sommes dans un désert total. Donc, ce n'est pas en venant bloquer les gens au 2 février, c'est comme vous faites une retraite là-bas au 2 février, c'est le quartier général, on bloque les accès, les gens sont là-bas, et puis après, à la fin, les gens repartent, que vous changez quelque chose dans votre pays. Donc, tout est question de vision. Et nous devons savoir qu'aujourd'hui, notre pays mérite mieux que ça. Et il y a des, dans la zone administrative là-bas, il y a des immeubles ou bien des zones qu'il faut raser et sortir des immeubles de terre. Et il y a tellement d'infrastructures qu'on peut faire pousser là-bas, en élargissant même la zone administrative vers les quartiers, les anciens quartiers là, qu'il faut raser comme Luc le dit. On crée une émulation dans le pays, mais rien n'est fait parce qu'il n'y a pas de vision. Quelle fierté on a par exemple à prendre des invités et à traverser les rues sales d'Amoutier-Vela pour aller passer par Décon, tout est sale là-bas pour aller au 2 février. Je vous ai dit quand on parlait des infrastructures ici, qu'il n'y ait pas une route qui quitte l'aéroport, une route convenable, un boulevard qui quitte l'aéroport, qui rallie par exemple le 2 février. Ou quand un invité de marque arrive chez vous, vous savez qu'il quitte l'aéroport et il rallie le plus grand hôtel de la capitale en passant sur une rue propre, dégagée et tout. Rien du tout. Il n'y en a pas. Et ça ne préoccupe personne. Et comme on ne veut pas passer par la rue de France, parce que c'est des pavés qui sont trop sales, on bloque la voie d'Amoutier-V et on le transforme en sens unique, on file à vitesse, c'est pas exponentielle, ou on passe par le boulevard, c'est pas, qui passe par Ranco là, qui descend à la Fontaine Lumineuse, et puis bon, on amène l'invité au 2 février, et puis après, on se sépare. Donc, voilà notre pays. Tout est résumé là. Donc, les sommets, ça sert à quoi? Pas grand-chose. On a fait sommet sur sécurité maritime. Ça a changé quoi? On a englouti des milliards, ça a enrichi une minorité. On a fait après d'autres sommets. Et on voulait faire Afrique-Israël, quand en 2017, les choses ont chamboulé. Donc, tout ça, ça a changé quoi? Ça a permis à la... Cybersécurité, ça a permis à la minorité qui déploie les tentes climatisé maintenant, parce que c'est aussi un business que les gens ont créé, ceux qui alimentent les conseils de ministres délocalisés, où on va mettre les tentes, 70 millions par tente, ou je ne sais pas quoi, et on facture tout ça, et puis bon, on vient, on fait le conseil des ministres, on repart, la localité reste toujours pauvre, il n'y a pas d'infrastructure. C'est les mêmes individus qui tirent leur épingle du jeu par les sommets. Donc voilà ce que le Togo est devenu, et malheureusement, on va continuer tant qu'au niveau du sommet de l'État, on ne prend pas la conscience de ce que nous avons vraiment un défi à relever et qu'il faut vraiment retrousser les manches pour travailler. Les sommets ne changeront pas le quotidien des Togolais. Les sommets ne changeront pas le quotidien des Togolais. Voilà, les dirigeants au sommet de l'État organisent des sommets qui ne rapportent rien à ceux qui sont en bas. C'est de la poésie. Hein? Non, mais écoutez, en fait, je me dis une chose. Que ce n'est sûrement pas par cynisme ou par sadisme que les gens au sommet de l'État ne réussissent pas à travailler sur l'épanouissement de la population, qui ne font pas de grands salaires pour les fonctionnaires, qui ne réalisent pas des infrastructures. Je me dis tout simplement que c'est parce qu'on n'a pas des ressources qu'il faut. Maintenant, c'est exactement à ce niveau que le débat va se situer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les moyens qu'il faut et ensuite investir dans le meilleur devenir de la population? C'est en implémentant une vision. C'est en travaillant pour avoir des citoyens intègres, compétents, efficaces et productifs. Qu'est-ce qui est fait pour pouvoir obtenir des citoyens qui puissent créer la richesse de l'État? Parce que quoi qu'on dise, je le répète tout le temps, le dirigeant
Celui qui n'apporte vraiment pas grand-chose dans la vie d'une société, c'est les dirigeants. Parce qu'ils ne sont pas des producteurs de la richesse. Ils sont là, en fait, pour gérer ce qui est produit par la population. S'ils sont là pour implémenter ou bien définir une dynamique et travailler sur la conscience des citoyens de manière que ceux-ci puissent être productifs et créer la richesse. C'est pour ça que quand nous parlons de la santé ici, nous avons parlé de la moralité, de la conscientisation, du travail qui doit être fait pour que les citoyens puissent comprendre leur part de responsabilité dans la création de la richesse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la manière dont les ressources sont gérées. Quels sont les comptes rendus que l'on fait sur ce que la population produit et met à la disposition de l'État? Vous savez que les rapports disent que nous avons une corruption endémique ici, que nous avons des cas de détournement massif. Facturation. J'ai suivi récemment le ministre des Infrastructures de la Côte d'Ivoire, qui, dans une émission, expliquait que 1 kilomètre de boulevard, c'est-à-dire 2 fois 4 fait 2 milliards. C'est-à-dire dans des endroits où c'est un peu difficile, ça fait à peu près 2 milliards. 1 kilomètre. Et du coup, moi j'ai répercuté ça tout de suite sur le coût de la voie Lomé-Palimé, qui fait 120 kilomètres. Et ce n'est pas un boulevard qu'on est en train de faire. Le montant, c'est quoi qui nous a été annoncé? 219 milliards, je crois. Il semble qu'au-delà de ça, il y a des avenants qui se comptent à des dizaines de milliards également. Mais je me dis, mais écoutez, c'est quelle matière nous on utilise pour faire nos routes ici? On a le même ADN que les Camerounais. Voilà. Comment il se fait qu'on puisse... Parce qu'il y a des normes internationales qui permettent quand même de voir le niveau de sincérité dans la mise en œuvre des ouvrages. Une fois, nous avions déjà donné l'exemple du Bénin à propos des stades qui coûtent 80 milliards, 22 stades. Et vous avez vu tout ce qu'on met dans un stade. Donc, en termes de gestion des ressources même de l'État, pourquoi il y a autant de montants aussi faramineux alors que les infrastructures réalisées sont minables? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la gestion de ces ressources-là. À partir de cet instant-là, on ne peut qu'affaiblir l'État. C'est-à-dire que des individus qui sont donc à des postes stratégiques et qui ont accès aux ressources des citoyens mobilisés pour la cause commune, les siphonnent systématiquement par des artifices, par des astuces, par des moyens immoraux et des raccourcis franchement lâches. Il faut donc épurer systématiquement l'administration elle-même, faire en sorte à mettre un dynamisme, créer une certaine conscience patriotique au sein du pays. Si ce n'est pas le cas, l'État n'aura pas des moyens. C'est ce que je dis. On peut nous donner des milliards. C'est l'homme qui doit pouvoir travailler sur l'argent pour le faire fructifier. Tant que l'homme n'a pas cette compétence-là, tant que l'homme n'a pas cette moralité, ces valeurs, ces vertus qui lui permettent de comprendre que les ressources qu'il gère ne lui appartiennent pas, mais appartiennent à l'ensemble de la population et que ces réalisations doivent bénéficier à cette population-là, il y aura toujours un problème. Parce que toutes les fois où vous aurez accès à l'argent ou bien vous aurez un pouvoir de décision, vous aurez le sentiment qu'il faut toujours commencer par vous. Alors qu'en réalité, la gouvernance de l'État, c'est un service public, comme je l'ai dit. Donc, vous êtes là pour servir encore, en fait, une cause nationale. Je ne peux pas comprendre la complaisance qui entoure quand même, qui marque, qui ponctue la vie ou la gouvernance même de notre pays. Le dirigeant n'a pas le droit à la complaisance parce qu'en fait, ce qu'il dirige ne lui appartient pas. Si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes complaisant, ça c'est votre problème parce que c'est votre bien privé, vous en faites ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'histoire si vous ne faites pas des œuvres grandioses, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Mais tant que vous gérez le bien de tout le monde, vous avez un devoir de responsabilité. Parce que vous ne pourrez marquer l'histoire, vous ne pourrez marquer la conscience de ceux dont vous avez la vie entre les mains qu'à travers vos œuvres, qu'à travers ce que vous êtes en train de faire. Et donc, si vous ne rendez pas compte, vous laissez des situations comme ça où les gens volent, les gens détournent, les gens sont corrompus, les gens ne sont même pas efficaces. Vous laissez votre administration avec des gens qui aussi vieux, rouillés, et vous, avec toute cette complaisance-là, mais je ne comprends pas. Lorsqu'on me parle de l'expérience, je suis bien amusé. Mais à quel moment l'administration togolaise a séduit les gens par une performance remarquable
de manière qu'on puisse se vanter de l'expérience des gens qui, normalement, devaient aller à la retraite. Ils ont l'expérience de quoi? De la médiocrité, de la routine, du vol, de la corruption. Ou bien c'est l'expérience de quoi qu'on recherche au point de laisser des énergies aussi fougueuses, aussi rentables, aussi jeunes, des gens qui sont porteurs quand même d'un rêve et qui n'ont pas accès à des postes stratégiques qui puissent leur permettre de faire valoir leurs compétences, de tester eux-mêmes leur propre performance et tout ça. On dit oui, on a besoin de l'expérience. Donc, dans les postes stratégiques de l'État, on met des gens censés être expérimentés, sans questionner la nature et le contenu de leur expérience. Ils ont l'expérience de quoi, concrètement? C'est ça le vrai problème qu'on a essayé. Donc je crois que on ne peut pas continuer comme ça, surtout que les problèmes nous envahissent de partout, les imprévus restent là, les crises se multiplient au plan international. Donc on a, en plus de nos problèmes endogènes, des problèmes exogènes qui viennent se greffer sur notre situation. Mais à un moment donné, mais l'État lui-même va craquer. Et donc, je comprends parfaitement que l'État puisse commencer à renoncer à des subventions, à renoncer à certaines charges régaliennes qui, en principe, permettent aux citoyens de sentir la présence du citoyen, de l'État dans sa vie. Et ça, c'est extrêmement grave parce que le principe de la vie, ce n'est pas le recul, c'est l'évolution. Et cette évolution-là se matérialise précisément par une marche continue vers quelque chose de mieux. Mais si, par les années passées, on était capable de produire ou de donner des produits pharmaceutiques à des citoyens quand ils sont malades, et qu'au fil du temps, on n'en est plus capable, ça veut dire qu'on recule. Parce que logiquement, on devait pouvoir faire mieux que ce qu'on a fait par le passé. On ne peut pas comprendre cela parce que nous sommes en train de donner raison à ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire qui sont plus intelligents, plus efficaces, plus visionnaires, plus rentables que nous aujourd'hui. Ce n'est pas normal parce que nous avons plus de moyens, plus d'infrastructures, plus de possibilités aujourd'hui avec toutes les occasions qui nous sont offertes au plan international, en tout cas à travers la planète, d'avoir la connaissance et donc de l'implémenter à travers nos œuvres. On ne peut pas comprendre que les gens du passé puissent avoir plus de rendement que nous. Comment il se fait que nos aïeux ont été capables de fabriquer des outils qui servent jusqu'à aujourd'hui sans que nous n'ayons eu un impact sur ces outils-là, ou de les transformer et de les faire évoluer et d'avoir un rendement plus efficient. Les rendements sur le plan agricole par le passé étaient à combien? Et aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de produire comme nous produisions, nos parents produisaient? Pourquoi? Donc on ne peut pas reculer, ça veut dire que nous sommes en train d'évoluer à contre-courant même des principes de la nature elle-même. Et il va falloir prendre conscience de tout ça. Oui, Isidore, tu sais, nous avons des dirigeants qui sont parmi les plus grands voyageurs au monde. Même les chefs d'État américains, leurs ministres des Affaires étrangères ne voyagent pas comme ça. Même français, ça ne voyage pas comme ça. Nous avons les dirigeants qui voyagent, en tout cas certains, au sommet de l'État, qui sont les plus grands voyageurs du monde. Je ne sais plus quel endroit ils ne sont pas encore allés. Peut-être Corée du Nord ou Afghanistan, puisqu'on était déjà au Pakistan, on a pris un prix des droits de l'homme là-bas, c'est ça, non? Ouais, le pays des talibans nous donne un prix des droits de l'homme. Donc, voyager signifie que nous découvrons beaucoup de choses. On dort dans les meilleurs hôtels, on visite des cités, des villes, on découvre comment les gens ont bâti leur pays. Pourquoi cela ne nous inspire pas à venir faire la même chose chez nous? Donc nous, on voyage juste, on voit les choses, et puis quand on revient chez nous, c'est sale, on regarde. Parce que le bon dirigeant, c'est quelqu'un qui découvre quelque chose ailleurs et dit, ça, je vais faire ça chez moi. Même si je ne le fais pas de la même manière, chez moi, je dois faire quelque chose comme ça. Puisque, à part la lecture, c'est le voyage qui est aussi l'un des meilleurs moyens de découvrir le monde. Donc celui qui voyage un peu partout dans le monde et qui voit ce que les autres civilisations font, ce que les autres peuples font, les prouesses qu'ils font, s'il a vraiment de la vision pour son pays, il se dit, mais attendez, l'hôtel dans lequel j'ai dormi, pourquoi on ne va pas faire ça chez nous? Les routes sur lesquelles j'ai roulé quand je suis arrivé de l'aéroport à l'hôtel, pourquoi on ne ferait pas ça chez nous? C'est pas l'échangeur que j'ai vu, pourquoi on ne ferait pas ça chez nous? Les centres de l'hôpital où je suis allé me soigner, pourquoi on ne ferait pas ça chez nous? C'est comme ça que on change la vision de son pays. Mais si nous voyageons et que nous mettons autant d'argent, de l'argent du contribuable, dans les billets d'avion,
dans les jets privés, dans je ne sais quoi, et que chez nous, notre pays ressemble toujours à un village. Et il y a forcément des interrogations. Il y a à se questionner sur la vision de ceux qui ont en charge le pays. Voyez-vous. Et donc, si nous ne pouvons pas dupliquer ce que les Blancs font, au moins ce que les pays africains font. Il y a des pays africains qui font des avancées terribles. Quand on parle des voisins immédiats, c'est le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire, c'est peut-être le Nigeria, le Bénin maintenant. En Afrique de l'Est, on a quoi? On a l'Éthiopie, on a le Kenya, on a tous ces pays-là qui avancent. Qu'est-ce que nous prenons de chez eux positivement pour venir faire chez nous? Voyez-vous? Et donc, pratiquement rien. Mais nous sommes dans les airs tous les jours. Nous atterrissons dans les meilleurs aéroports au monde. Nous dormons dans les meilleurs hôtels au monde. Nous prenons les meilleures voitures au monde. Mais qu'est-ce que nous faisons chez nous? Il n'y a pratiquement rien. J'ai fait un tour à l'intérieur du pays il y a quelques jours. Après Tchévier, j'ai vu l'état de la route. J'ai failli pleurer. Quelqu'un me dit, mais va encore un peu plus loin, tu verras ce qui se passe. Une seule entreprise qui fait la même route plusieurs fois. Entre Agnier, Brita pour aller... Même entreprise, personne ne la sanctionne. À chaque fois qu'il fait la route est bombée quelque part. On rase, on refait, on rase, on refait. Il y a des ministères dans ce pays, personne ne dit rien. La route à Tchévier, à Belouvé, tout ça là, c'est une route, mais c'est un sentier. C'est un sentier. Quand vous avez un gros porteur qui arrive, vous êtes obligé de sortir carrément pour le laisser passer. Parce qu'à son allure, il va vous écraser. Parce que le dépassement même est impossible. Donc, il y a un problème. Ce n'est pas les histoires de sommet qui vont régler ça. Et je revenais de Kégué la dernière fois, je suis passé sur la voie qui vient de la présidence pour le GTA. J'ai vu un individu avec une pioche. Une pioche, hein, en train de creuser le rebord de la voie. Vous savez que c'est une voie où il n'y a pas de caniveau. Ils sont en train de creuser le rebord pour mettre pour mettre un peu de béton pour solidifier la voie. Parce qu'elle est en train de se casser sur une route qui mène à la présidence. On n'a pas décidé de faire de grands travaux, de faire vraiment un assainissement de toute la zone, de faire des grands travaux depuis le GTA là-bas pour aller et sortir jusqu'à l'hôpital chinois, d'agrandir tout ça. Le gars était avec une pioche. Une pioche. Et on a rafistolé cette voie. On a fermé les trous un peu partout. Ça conduit devant la présidence de la République. Donc vous avez une idée de ce qui se passe dans le pays en général. Donc, les Togolais méritent mieux. C'est ce que Luc vient de dire. Et c'est ce que nous disons depuis des années. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va très vite. Très vite. Et les jeunes, les populations ont des éléments de comparaison. En voyant ce que les autres pays sont en train de faire, ne serait-ce que les voisins. Les gens sont en train d'aller très vite. Et donc, vous qui passez votre temps à danser et à rire ou à faire des sommets, les autres vous regardent. Les autres ne font pas autant de sommets, mais ils avancent. Demain, quand vous irez chez eux, ils vont vous dire, ah, vous avez fini de faire vos sommets. Nous, quand vous faisiez vos sommets, nous, on travaillait. On travaillait. Le Ghana est en train de faire venir 6 voies à Plaou. Vous avez vu les images? Les travaux sont là. 6 voies. 6 voies vers la Plaou. Ça dit que c'est le corridor de la CEDEAO. Eux, chaque pays fait sa part. Eux, ils font 6 voies. Nous avons fait le contournement là. Vous avez vu les accidents là. On n'a même pas été capable de faire le contournement pour occuper toute la rue tracée, telle qu'elle était. Vous avez vu la largeur de la route telle qu'elle était tracée. On a fait juste le milieu. Et les rebords des maisons sont devenus des dépotoirs pour les riverains. On n'a pas été capable de faire ça. Et donc, l'ambition qu'on a dans ce pays est à la taille du pays. C'est-à-dire c'est une ambition étriquée. Donc, on fait tout petit. Même quand tu prends le Rwanda, c'est un petit pays, mais il faut les choses en grand. Nous, on fait tout petit. On prend une pioche pour faire des rebords d'une rue pour vers la présidence. Et ça ne révolte personne. Personne ne trouve que c'est extrêmement grave. Et c'est comme on a une conscience collective morte dans le pays. Quand vous parlez, les gens disent non, vous parlez trop. Parce que en réalité, on est dans une inversion de l'échelle des valeurs. L'immoralité est devenue la norme dans tous les domaines. Au point que vous qui avez échappé à cela,
Quand vous essayez de rappeler aux gens les valeurs, les gens trouvent que vous déglinguez. Que non, toi tu n'es pas normal, c'est toujours vous. C'est comme quand on était au campus, les gens disaient oui, mais tout le monde va à l'OMED de chercher l'argent, pourquoi vous n'allez pas? C'est comme c'est la norme d'aller à l'OMED de chercher l'argent. Voyez-vous. Donc aujourd'hui c'est le même raisonnement. Pourquoi tout le monde dit ça et vous dites le contraire? Parce qu'en réalité, les antivaleurs sont devenus aujourd'hui les normes de notre société. C'est les voleurs qu'on applaudit. Quand vous dénoncez un voleur, vous dites oui, toi tu en fais trop. Ben, il a volé, si c'est ton argent qu'il a volé. Et il est milliardaire, ça te fait, tu es jaloux. Alors qu'il a spolié l'État. Spolier l'État signifie qu'il a spolié les contribuables, nous tous. Bien sûr. Et quand vous dénoncez ça, il y a des gens qui vous disent non, qu'est-ce que toi tu dis là? Non, Luc parle tout à l'heure de la reddition des comptes. Les gens gèrent le pays sans rendre compte à personne. Sans rendre compte à personne. Les gens rendent... Mais pas de compte à quelqu'un. Pas de sanction. L'impunité est là. On vous dit oui, dans tel domaine on a détourné de l'argent. On dit oui, bon, on a détourné, mais celui qui a détourné, bon, dès que la personne va justifier qu'il a mis une partie de l'argent dans le fonctionnement du parti au pouvoir, on dit oui, c'est un de nos gars, il ne faut pas l'arrêter parce que bon, demain là, qui va investir dans le parti? Et donc, on a créé des petits, des gens un peu partout comme ça qui délestent les caisses de l'État des milliards au détriment des infrastructures, au détriment de la population. Nous sommes à 60 ans d'indépendance, en 2 ans. On continue de payer 2 000 francs par enfant à la caisse de sécurité. Comme allocation familiale, 2 000 francs. 2 000 francs, 2 000 francs. Si vous avez 5 enfants, vous avez 10 000. Bon, si l'enfant n'a pas déjà 18 ans, vous avez 10 000. Et donc, on est dans un pays où les gens sont tellement appauvris que, je ne sais pas, les gens ne réfléchissent même plus. Les gens ne pensent même plus qu'ils ont le droit au bonheur. Ils ne se disent même pas qu'ils ont le droit au bonheur. Donc, on est dans ces conditions-là. Et une fois qu'on organise une grande rencontre à Lomé, que les gyrophares traversent la ville, on bloque les voies, et puis les gens passent à toute vitesse, les gens applaudissent. Donc bon, continuons d'applaudir. Et on verra où est-ce que ça va nous conduire. Donc voilà ce que moi j'ai à dire. Et je pense que bon, le Togo est totalement à la traîne aujourd'hui. Et on vient de vous dire certaines choses. Hein. On vient de vous dire tout à l'heure que le palais des congrès est en délabrement. Allez voir, allez regarder un peu. Vous allez voir. Et c'est-à-dire que ce sont les rares infrastructures qui restent encore pour le pays. Ils sont totalement en délabrement. Ça veut dire qu'on n'a même pas les moyens de les entretenir. Ça pose un problème. Simplement entretenir, pas même construire de nouveau. Hein. Non, mais je crois que la solution à la vie chère, c'est vrai, la vie chère, c'est un phénomène mondial qui est lié à ce qu'on sait. Aux contingences, oui. Voilà, le Covid, plus bon, aujourd'hui la guerre d'Ukraine et tout. Ça, on est d'accord. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est au niveau de la capacité de résilience de chaque État. Ouais. C'est tout. Alors, chez nous ici, c'est quoi notre capacité de résilience? Elle est quasi nulle. La preuve, c'est que l'État a commencé à renoncer à tout ce qui est de sa responsabilité. Et c'est aussi au Togo qu'on voit les prix les plus élevés dans les produits de grande consommation. Et la question qu'on se pose, mais où est-ce que nous, d'où importons-nous nos produits? Le gaz, vous savez, voilà, je crois que les gens ont suffisamment publié les prix, mais on se demande quel est le problème. Un pays comme le Mali qui vend son engrais à 10 500, et nous, au même moment, on le vend à 18 000. Alors, lorsque vous vendez l'engrais à 18 000 francs le sac de 50 kilos, vous attendez à ce que la nourriture qui sera produite puisse coûter combien? Donc, ça veut dire qu'on n'est qu'au début simplement de la vie chère, dans ces conditions-là. Et là, il y a un problème. Parce qu'aucun pays ne sera capable de faire face à la vie chère sans une capacité de production à l'intérieur. Il faut que ce soit clair. Mais qui produit? Ce sont des citoyens. Mais est-ce qu'ils ont la marge qu'il faut? D'abord, est-ce qu'ils ont la conscience qu'il faut qu'ils produisent dans l'intérêt du collectif? Et lorsque vous commencez à produire des choses et que vous vendez, vous commencez à avoir un peu d'argent, on vous regarde en chair de faïence. Ah oui, ben vous devenez un danger parce que vous avez de l'argent. Vous pouvez financer des actions subversives. Et dans ces conditions-là, il y a une phobie permanente et on crée une certaine méfiance entre les citoyens et ce qui tue l'ambition, ce qui tue l'envie même d'entreprendre et l'envie de contribuer
par l'action à la vie de la nation. C'est ça le vrai problème. Parce que vous ne pouvez pas faire de grandes choses sans une conscience collective autour des idéaux. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Des gens comme Patrice Talon ont réussi à réorganiser la société béninoise et vous voyez comment les résultats sont en train d'arriver. S'il n'y a pas de discipline créée de haut, dans l'exemple, c'est-à-dire en donnant l'exemple dans la façon de gouverner même, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les citoyens puissent suivre la dynamique. La population ne peut pas à elle seule se décider de s'organiser d'une certaine manière. Il faudrait que le dirigeant s'appuie sur les valeurs identitaires, ce qui permet de vivre ensemble. C'est sur ces créneaux-là qu'il faut travailler, de manière que lorsqu'il y a de l'ivresse, c'est-à-dire des gens qui ont des comportements répressifs, qu'on puisse les réprimer effectivement, qu'on puisse les sanctionner par la loi. C'est d'ailleurs pour ça que la régulation de la société est régie par un certain nombre de dispositifs juridiques, en tout cas des lois, qui permettent donc de créer la justice sociale et l'équilibre. Donc, si vous les foulez au pied, si vous ne les appliquez pas, si vous ne faites pas en sorte à être juste vis-à-vis de tous les citoyens qui sont donc sous votre responsabilité, bien sûr qu'en créant les clivages par votre attitude, vous allez créer des frustrations et vous allez créer le phénomène de la démobilisation de la société. Et donc, personne ne s'engage pour une cause commune. Et l'État à lui seul, n'étant pas producteur de la richesse, à un moment donné va suffoquer. Et je crois que nous y sommes de plein pied. Donc, si on ne prend pas des dispositions pour remettre le citoyen en confiance et on le conduit comme du bétail apeuré, à un moment donné, l'État lui-même n'aura plus les moyens. Et je crains que dans les mois à venir, qu'on ne soit pas capable, parce que depuis un moment, ce sont des emprunts obligataires qui nous permettent de vivre. Ce sont des prêts de gauche à droite qui nous permettent de vivre. Malgré le fait que l'OTR dit qu'elle a fait les meilleurs... Des recettes à plus de 63% au premier semestre. Propagande. Et donc, dans ces conditions, il y a un problème. Il y a un problème sérieux parce qu'on doit pouvoir recommencer à voir les paradigmes de la gouvernance elle-même. Remettre le citoyen au cœur de tous les schémas. L'individu, l'être humain au cœur de tous les schémas de la gouvernance. Faire en sorte que la richesse puisse être créée, qu'il y ait une dynamique. Qu'on ne regarde pas les gens en chien de faïence. Qu'on ne les redoute pas. Qu'on crée la méfiance et tout ça. Il faut que les citoyens commencent à vivre en confiance. Et c'est quand ils... Mais attends. Personne n'a besoin d'être dans l'appareil de direction de l'État. Mais on a besoin d'un écosystème qui permet à chaque compétence de s'affirmer et de contribuer véritablement à la création de la richesse nationale. Si ce n'est pas le cas, si l'État pense qu'il a les moyens à lui tout seul de faire face à tous les besoins de la société, c'est une illusion totale. Et donc, dans ces conditions-là, la vie chère, je crois, ne fait que commencer et il va falloir véritablement que les gens prennent des dispositions à partir de ce moment-là. Il faut sortir des propagandes, il faut sortir des efforts. Et quand on me dit, chaque fois on dit oui, l'État fait des efforts. Non, la vocation du dirigeant, ce n'est pas de faire des efforts. C'est de se montrer lucide, de mettre en confiance les citoyens, de les inciter à donner le meilleur d'eux-mêmes, de manière que la richesse se crée d'elle-même, de soi. Si ce n'est pas le cas, mais il ne faut pas nous illusionner en réalité. Ce sont des citoyens qui créent la richesse que les gouvernants dirigent. Et donc, ils n'ont de mérite que s'ils savent investir cet argent-là pour qu'il soit positif, pour qu'il circule suffisamment et qu'il y ait un équilibre au sein de la société. Si ce n'est pas le cas, je suis désolé. À un moment donné, le problème, je crois que Ferdinand l'a dit, aujourd'hui avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, tout ça, il y a tous les éléments de comparaison partout. Et donc, vous risquez d'être dénudé de soi. Même si on ne vous dit rien, vous allez vous rendre compte de votre faillite lorsque vous voyez que ailleurs, partout, les choses bougent. C'est le cerveau humain qui se saisit, c'est sur ça qu'il faut travailler. Et donc, si vous ne travaillez pas là-dessus, vous pensez que vous avez la science infuse, vous avez toute l'intelligence, vous avez toute la connaissance, et donc, tout ce que vous décidez, et donc ça doit être fait comme ça. À un moment donné, vous allez voir, la preuve c'est qu'on n'a pas d'argent dans le pays. Et donc, comment on peut faire? Si les autres produisent, vous allez à Dubaï, non? Dubaï a été construit en combien d'années? Et ce ne sont pas des êtres humains qui sont là-bas. La Chine a progressé, en 30 ans, elle a ravi la vedette à toutes les puissances du monde. Pourquoi? C'est que les gens ont travaillé à un moment donné. Il y a eu une discipline qui a été là, qui a été mise en place, il y a une vision qui a été définie, et on s'est sacrifié pour ça. Si vous n'avez pas le sens du sacrifice, vous êtes dans la jouissance permanente
de l'existant, vous ne pouvez pas avoir un meilleur résultat demain. Je suis désolé. Vraiment désolé. En tout cas, c'est quelqu'un qui dit dans cette émission que les valeurs ont périclité et que les gens ont fait du nivellement vers le bas une norme. Merci, messieurs. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Non, moi je pense que le développement dans certains pays ont été réalisés sous des régimes autoritaires. Même en Europe, qui est avant la Révolution, c'est les royaumes qui ont boosté un certain nombre de choses avant que les démocraties ne prennent la relève. Et en Afrique, il y a des régimes autoritaires, même de père en fils, qui font des merveilles, parce que les gens ont une vision. Parce que n'oubliez jamais que la dictature, c'est toujours une facture salée pour les citoyens. Parce qu'un régime autoritaire, lorsqu'il est nuisible, il ne fait de compte à personne. Parce que le dirigeant a réussi à faire taire toutes les voix de contestation à l'intérieur du pays. La peur d'être arrêté, d'être tué, d'être reprimé fait qu'il a le boulevard, il n'y a pas de reddition de comptes. Et donc, lorsque vous vous retrouvez dans des régimes qui sont incarnés par des gens qui n'ont aucune ambition, le pays va dans tous les sens. Vous prenez la Guinée équatoriale aujourd'hui, c'est un régime tenu d'une main de fer, mais c'est des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent, qui construisent des villes nouvelles, qui font tout pour rendre leur population heureuse. Mais il y a d'autres pays qu'on peut citer en exemple. Mais qu'est-ce qui fait que chez nous, avec autant de richesses qu'on a, on n'est même pas capable de faire le moindre effort pour faire quelque chose. Donc, un régime de cette nature, c'est toujours la population qui paye le prix. Et c'est une facture que la population paye. Les gens s'en rendront compte demain. Et s'en mordront les doigts en disant, si on était au courant, mais comment est-ce que ça a pu se passer sans qu'on ne le sache? Il y a des choses que vous ne savez pas aujourd'hui, mais que vous saurez demain. Et vous saurez comment les gens ont blagué avec votre argent pendant que vous mourrez, pendant que vous n'avez pas de quoi nourrir vos enfants. Voyez-vous. Donc, dans un pays où les dirigeants confondent les caisses de l'État à leurs propres caisses, dans un pays où les dirigeants sont à la fois des commerçants et des décideurs, un pays comme ça, l'intérêt général ne prime jamais. C'est l'intérêt de l'oligarchie qui prime sur tout. Qu'est-ce qu'on va faire pour remplir nos comptes? Qu'est-ce qu'on va faire pour remplir, pour avoir de l'argent pour nos virées? La population s'en fout. S'il faut augmenter le gaz, on le fait. S'il faut faire ci, on le fait. On a des élections en vue. On a des élections en vue. Et les gens oublient que nous avons décidé de ne plus avoir de l'argent de l'extérieur pour financer nos élections. Mais où est-ce que l'État va trouver l'argent pour organiser les élections? L'État va chercher ça dans les poches des citoyens. Donc on est en train de nous faire les poches avec toutes les augmentations que vous voyez là pour organiser les prochaines élections. Financer les partis politiques, les élections dont on connaît déjà les résultats. Donc c'est dans la poche du contribuable togolais qu'on va chercher l'argent pour organiser les élections frauduleuses. On le fait parce que, on le fait toujours parce qu'on a de comptes à rendre à personne. Et personne ne dit rien. Donc, c'est le contribuable qui paie cette facture-là. C'est la population qui paie la facture. Voilà. Donc, des régimes comme ça, tant que, bon, il n'y a pas d'organisation solide qui essaye de bousculer les choses, ça va continuer. Malheureusement, les autres développent leur pays. Nous, on est statique, on ne fait rien, on recule. Donc, on va traîner jusqu'au jour où, bon, voilà, une solution arrive. Donc, moi, je pense que nous avons des jours difficiles qui vont arriver. Il y a un confrère qui a annoncé vendredi, aujourd'hui nous sommes le 29 août, qui a annoncé vendredi qu'il y a un abattement des budgets des ministères avec une amputation de 5% pour soutenir l'effort de la lutte contre le terrorisme, alors que l'armée a une loi de programmation de 1000 et quelques milliards déjà, je pense, de 1000 et quelques milliards, 700 et quelques milliards sur 5 ans. Alors pourquoi on va faire un abattement sur les budgets de certains ministères? Ça veut dire, quand on parle d'abattement, ça veut dire qu'il y a des projets qui vont s'arrêter, il y a des trucs qui vont ralentir. Donc tout ça, c'est la population qui va payer cet effort de guerre. Même les pays qui sont en guerre, nous on n'est même pas vraiment en guerre, on a eu quelques attaques, mais les pays qui font la guerre comme le Mali, comme le Burkina, mais on ne demande pas autant à la population. Il y a des bouteilles de gaz là-bas qui sont à 2000 ou 4000.
Nous qui ne sommes pas encore à une guerre généralisée où il y a quelques incursions, on nous fait payer la facture. Et donc, parce qu'il n'y a pas de reddition de comptes, parce qu'on s'est retrouvé avec la gouvernance des individus qui sont plus riches que l'État, parce qu'il y a l'argent qui rentre dans les poches des individus plutôt qu'au trésor. Non, dans ces conditions-là, la population va continuer par être pompée, essorée jusqu'à ce que, si on arrive à un point, à une crête, à un point de rupture, tant mieux. Si on n'en arrive pas, les gens vont continuer à mourir dans le silence et puis la vie continue pour ceux qui sont vivants. Donc, nous, on ne fait que débattre ici, on ne fait que extérioriser notre patriotisme, on ne fait que dire ce que nous voulons que notre pays soit aussi. Donc nous invitons, c'est une manière d'inviter nos dirigeants à retrousser les manches, à travailler parce que ça bouge de partout. Et nous, ça ne bouge pas chez nous, mais nous pensons que ça bouge chez nous parce que nous sommes contents avec quelques cases que nous avons et on est contents. Donc c'est ça que nous faisons. Nous n'avons que le verbe pour le faire. On ne dit rien de méchant, mais on essaie de dire, écoutez, bougez un peu parce que nous prenons du retard. Ça ne doit pas plaire à tout le monde, c'est tant mieux, mais c'est notre travail, quoi. Voilà. Donc, merci de nous avoir invités sur le plateau. Non, c'est juste pour dire à Ferdinand que le verbe, ce n'est pas rien. Parce que c'est avec le verbe que tout se crée. Donc, ce que nous sortons ici, j'espère que ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds, voyez-vous. Et c'est un travail de longue haleine qui nous coûte ce qu'il nous coûte, mais c'est aussi le sens de sacrifice et de patriotisme que nous avons choisi. Je pense fondamentalement qu'il n'y a pas de magie. Il faut que tout le monde se le dise. Si on veut aller loin, il faut déjà ménager nos montures à partir de maintenant. Qu'on ne soit pas pressé d'avoir des résultats. Mais il faut au moins faire des semences et travailler rigoureusement, de sorte que même à notre absence, qu'il y ait des résultats qui rappellent que l'initiative a été prise par telle personne à tel moment donné. Il ne faudrait pas que nous vivions comme si demain n'existait pas. Parce que la vie, c'est la transmission. Donc, nous exhortons nos gouvernants à prendre conscience fondamentalement des enjeux du moment. Et de ce besoin qu'eux, ils ont de pouvoir rentrer dans l'histoire. Et ils ne peuvent y arriver qu'à travers la vision qu'ils vont implémenter. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut initier. Parfois, je suis étonné lorsque je suis avec certains décideurs qui se plaignent. Qui se plaignent que, ah oui, ça ne va pas, etc. Mais si vous, qui êtes censés être des décideurs, vous vous plaignez, qu'est-ce que la population fera? Le gouvernement n'a pas à se plaindre. Le gouvernement n'a pas à dénoncer. Il a à agir. Et si l'exemple n'est pas donné de haut, on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats extraordinaires au sein de la masse. Et vous ne pouvez maîtriser ou gérer convenablement un peuple que si vous le connaissez vraiment. De par ses aspirations profondes, de par ses pulsions normales, et qui sont liées à la civilisation, à la culture, au mode de vie et au mode de pensée. Donc tout cela, vous ne pouvez pas définir une politique convenable qui donne des résultats dans le concret si vous ne tenez pas compte de l'état d'esprit de vos propres citoyens. Si vous ne faites pas en sorte que vos citoyens eux-mêmes s'épanouissent et commencent à avoir une conscience autour de ce qui vous lie en tant qu'être humain, et à partir de ces éléments-là, vous constituez une société. Donc, si ces éléments-là ne sont pas... Moi, mon inquiétude, en fait, au Togo, ce n'est pas tant le manque d'argent, mais c'est beaucoup plus le fait que des fondamentaux qui permettent le vivre ensemble ne sont plus exaltés. Et c'est en cela qu'il y a la déchéance sociale. Il y a le vrai problème qui est là, que lorsque vous commencez à cultiver l'individualisme, alors que l'être humain est par essence un être social et sociable, vous comprenez que vous ramez au compte courant des principes universels, et donc qui permettent justement à l'être humain de pouvoir vivre. Donc je crois que c'est sur ces éléments-là qu'il faut travailler, et donc travailler sur la réorganisation de la société, sur la conscience nationale, sur l'exaltation des valeurs qui peuvent nous permettre d'évoluer. Autrement, je suis désolé, mais nous allons juste subir la vie plutôt que d'en être des acteurs. Merci beaucoup, monsieur.
nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que était avec nous Luc Abaki, il est journaliste, chroniqueur, journaliste. Merci d'être passé. C'est toujours un plaisir. Voilà. C'est Ferdinand Ité, éditeur de publication du journal L'Alternative. Ferdinand, merci d'être passé. Merci. Oui, j'allais oublier, il y a la rédaction à un direct demain. Oui, mais je pense qu'entre la diffusion de cette émission et le direct c'est demain. La diffusion, Voilà, c'est plus demain. Peut-être la diffusion sera après le direct de demain. Ah, d'accord. Oui, donc voilà. Merci. La mise en ligne prendra un peu de retard par rapport au direct de demain. Voilà, d'accord. Voilà. Merci à vous aussi qui nous avez suivis et à la prochaine.